Euh, Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis à Lyon pour enregistrer un épisode avec le docteur Fanny Nussbaum. Bonjour Fanny. Bonjour Ounia, Je suis très contente de te recevoir. moi aussi, ça me fait Enfin, c'est super toi qui me plaisir. reçois vu que je Ah oui, viens à c'est ça, toi. bienvenue chez Ouais, moi. ouais. Il fait beau aujourd'hui à Lyon, donc Oui, c'est j'étais vrai. contente de venir. Euh, je t'ai découverte grâce à un de mes anciens superviseurs que j'embrasse, Martin Serralta, qui m'avait proposé de lire un de tes livres il y a quelques années. Le livre, c'était sur les phylocognitifs. Mhm. Et effectivement, ça m'avait été hyper utile. Et entre-temps, j'ai commencé à te suivre sur LinkedIn. Je trouve que chacun de tes posts est génial, à la fois original, impertinent et toujours hyper baqué au niveau neurosciences. Donc, tu es un peu, pour être assez franche, je suis touchée de te rencontrer parce que tu es un peu un de Merci. mes modèles inspirants Waouh, dans les super, neurosciences. ça me fait plaisir. Merci. Euh, Peut-être raconte-nous un peu donc, ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait avant? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour qu'on comprenne? Donc, on a compris que tu écrivais des livres, mais j'imagine qu'il y a plein de trucs. Oui, alors bon, déjà, merci de ce retour parce que enfin, tu viens de dire exactement ce qui me plaît de ce que je souhaite transmettre, c'est-à-dire la rigueur. Quand tu dis c'est toujours baqué, je veux être rigoureuse, faire de la vulgarisation, mais vraiment rigoureuse. Et puis, mettre de la légèreté aussi, de l'humour, et en effet, de l'impertinence, mais pas de l'impertinence pour l'impertinence. C'est-à-dire, je ne souhaite pas provoquer pour provoquer, je souhaite provoquer parce que les idées que je propose peuvent être dérangeantes et que ça ne me dérange pas qu'elles soient dérangeantes. Mais je ne vais pas faire exprès qu'elles le soient. Donc, merci de ce retour. Alors, pour parler de mon parcours, de comment j'en suis venue à ça, à être ici devant toi aujourd'hui. J'ai toujours, d'abord petite, ça commence vers 8-10 ans. Ouais. Donc, j'ai baigné dans l'hypnose avec une dame. Je faisais partie, c'était une amie de mes parents, et elle m'a intégrée dans un groupe d'ados avec qui elle faisait de l'hypnose, de la visualisation, etc. Waouh! Et ça a été En merveilleux. plus, c'était pas très courant, j'imagine. Ah non, non, alors Ouais. elle appelait pas ça hypnose, mais Ouais. c'était, enfin, voilà, après coup, c'était complètement de l'hypnose, Ok. pardon pour le... Vas-y, t'inquiète. C'était On est en complètement... hiver. Voilà, désolée, sorry. Non, non. Donc c'était de l'hypnose, et vraiment, enfin, ça a été un cadeau du ciel pour moi. J'ai appris la force de l'imaginaire, la force de la pensée, la force, mais aussi parfois la faiblesse, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, combien ça pouvait nous rendre faibles parfois. Et voilà, j'étais toute petite, mais vraiment, j'attendais les samedis midi, non, je ne sais plus, 11h midi, en fin de matinée. Je les attendais avec grande impatience parce que j'allais partir avec mon esprit. Donc, Et qu'est-ce qu'elle vous faisait faire concrètement? Donc, c'était un petit groupe d'ados, de pré-ados, ouais, vous vous ado, allongez. j'étais la plus jeune, j'étais Ouais, la mascotte, on va dire. d'accord, ok. La chouchou de tout le monde. Oh, oui, Euh, probablement la chouchoute, bien sûr. Et, et du coup, c'est quoi? Vous allongez, vous décontractez, visualisez ce que vous voulez voir oui, arriver dans en votre fait, vie. c'était parfait. Enfin, en tout cas, c'était tout ce qu'il me fallait. C'est-à-dire que c'était une petite pièce où, oui, je ne sais pas combien on était, entre 5 et 10, quoi. Enfin, on n'était vraiment pas beaucoup. Et il y avait des transats, et chacun avait son transat. On s'installait sur les transats. Et là, ça commençait par un cours d'une vingtaine de minutes, je dirais, sur la force de l'esprit. Elle nous disait que ce que j'ai appris plus tard et qui était vrai, que l'inconscient ne connaît pas la négation. Donc elle disait qu'il fallait penser en termes, au lieu de se dire ne t'inquiète pas, se dire sois tranquille, des choses comme ça. Voilà, après, maintenant il y a des choses qu'on peut remettre en question, du fait de ce qu'on connaît du système de récompense dans le cerveau. Mais en tout cas, j'ai appris ces bases-là. Elle nous faisait répéter des mantras, elle nous expliquait pourquoi c'était important. Donc la première partie était assez théorique. Donc un mantra vraiment typique, c'était « je veux, je crois, je réussis ». Super. Des petites choses, mais Mm. pour un ado ou pour un enfant, c'est merveilleux. Mm. Donc j'ai appris tout ça. Et puis après, elle nous faisait faire de la visualisation. Donc elle mettait une musique. Je me souviens, c'était presque toujours enfin, il y en avait 3-4, mais c'était Vangelis.
Et donc, elle mettait cette musique. D'ailleurs, moi aussi, je l'embrasse si elle nous voit. C'est Malou. Elle exerce encore. Coucou Malou. Elle est partie vivre dans les îles. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais si elle continue à exercer. En tout cas, c'était vraiment génial, génial. Et puis, donc voilà, on était sur ces transats, musique d'Evangélis. Et puis là, elle faisait une induction hypnotique comme on les fait. Alors, voilà, on apprenait à détendre les endroits de son corps. Si on avait un point de souffrance dans le corps, on y mettait une couleur, on y mettait quelque chose qui apaisait. Et puis, elle nous faisait créer une bulle, une bulle transparente, mais qui faisait qu'on n'allait pas se faire interroger par les profs. Si on voulait être protégé, hop, on mettait la bulle et ça fonctionnait très très bien, je dois dire. Voilà, toutes ces choses-là, mais vraiment, ça a, je crois, été un cap très très important pour la suite. Et après, naturellement, ou pas, enfin, c'est aussi parce que j'étais une grosse fainéante, j'allais dire naturellement, j'ai choisi psycho. Alors peut-être que les étudiants ou les profs de psycho qui me regardent et qui disent que j'ai choisi psycho parce que j'étais une grosse fainéante, ça leur plaira pas. Mais voilà, j'avais le choix dans ce que je voulais faire, c'est-à-dire accompagner des gens pour qu'ils aillent mieux, pour qu'ils rendent leur vie plus belle. Eh bien, j'avais le choix entre médecine et psycho. Et c'est vrai que j'étais aussi une philosophe dans l'âme. J'ai même posé des questions philosophiques. Et la psychologie, c'est rien d'autre que de la philosophie appliquée à l'humain. Mais quand même, les études de médecine, ça me paraissait vraiment trop long, trop rébarbatif à apprendre. Et j'étais trop... je papillonnais trop et j'étais trop un peu fofolle dans mon esprit pour vouloir passer par ces fourches codines-là. Donc voilà, je suis entrée en psycho et puis, alors là, je te passe les détails. Je suis arrivée jusqu'en DESS. Donc DESS, à mon époque, j'ai 50 ans. Alors, tu vois, à mon époque, il n'y avait pas de Master 2 encore, donc c'était le DESS. Et en DESS, donc j'ai choisi un DESS de clinique du somatique, donc lié au corps. Oui, donc somatique, c'est quand le corps garde les traces émotionnelles de ce qu'on vit, c'est ça ? Oui, c'est ça. On pourrait dire, pour le dire très vulgairement, l'impact de la tête sur le corps et et du corps sur la tête. Si on imagine que le corps et la tête sont séparés, ce qui n'est pas le cas, mais voilà, c'est vraiment pour le dire vulgairement. Voilà, et puis ensuite, ça ne m'a pas suffi. Donc après, j'ai fait un DEA en psychopathologie. Je ne sais plus si j'avais déjà dans l'idée de faire une thèse derrière, mais en tout cas, voilà, c'était pas assez. En tout cas, ça t'intéressait, tu avais envie de continuer à étudier, à apprendre. C'est ça, c'est-à-dire que je suis un archétype d'intello, enfin, pas vraiment un archétype, parce que j'ai pas je suis pas comme vraiment le stéréotype de l'intello hyper réservé, bûcheuse, etc. Mais en tout cas, je suis philo-cognitive et j'ai besoin d'être nourrie en permanence, encore aujourd'hui. Donc voilà, là j'ai continué sur un DEA en même temps, ou à peu près, je crois, j'ai ouvert mon cabinet. Parce que voilà, j'ai fait un ou deux boulots de salarié, j'avais des vacations, etc. Mais j'avais pas envie d'être dépendante, j'avais envie de créer mon système, donc j'ai ouvert mon cabinet à peu près dans ces eaux-là. Et puis après quelques années, donc j'avais déjà mon fils, donc j'étais déjà installée, j'avais déjà mon cabinet, etc. Et je devais avoir autour de 28-30 ans. Et j'ai décidé, oui, j'avais 30 ans, puisque j'ai commencé une thèse, parce que non seulement j'avais envie de retourner à l'école, mais aussi parce que j'avais vraiment un complexe de l'imposteur, mais je pense que ce complexe était justifié, c'est-à-dire que c'était pas un syndrome, c'était pas un truc comme ça que je m'inventais. C'était surtout que je parlais à mes patients toute la journée de leur psyché et que je connaissais rien au cerveau.
D'accord. On avait eu quelques Parce qu'à modules, l'époque, etc. les études neurosciences, etc., c'était pas inclus. Enfin, je sais même pas si aujourd'hui ça l'est. À quel Alors point oui, c'est inclus dans aujourd'hui les ça études de l'est psycho. probablement plus Ouais. que ça l'était à mon époque, mais et encore, je dois dire enfin, je trouve que c'est quand même toujours, enfin, Oui, moi, quand je discute pour avec être des psychologue, psychologues aujourd'hui, j'ai pas non, l'impression qu'ils soient à la qu'ils aient pointe. de connaissances Ouais. sur le cerveau, en effet. Mm. Et même, enfin, ce qui est bizarre, c'est même les neuropsychologues, dont l'appellation c'est neuro, donc très souvent, on me dit que je suis neuropsychologue, alors que je suis pas neuropsychologue. Un neuropsychologue, c'est quelqu'un qui, pour le dire aussi très rapidement, pardon pour les neuropsychologues qui nous entendront, mais qui fait passer des tests, qui peut faire de la remédiation cognitive. C'est quelqu'un qui est très pratique. C'est quelqu'un qui va évaluer ton attention, ton QI, donc Du neuroatypie. il va pas forcément évaluer, mais ça va être quelque chose dont on va parler. Il va pas forcément évaluer les neuroatypies dans le sens actuel, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui est phylocognitif ou que d'autres appellent haut potentiel. Il va lui faire passer un test. Mais ça ne veut pas dire, selon moi, qu'il va pouvoir te dire si tu l'es ou si tu ne l'es pas. Je pense qu'un psychologue clinicien peut être plus à même parce que c'est un comportementaliste, parce que il est pas seulement là pour te faire passer un test, un examen ou pour évaluer tes capacités. Voilà, le neuropsychologue, il évalue tes capacités cognitives. Et donc, voilà, et même chez les neuropsychologues, je dirigeais pendant très, très longtemps un centre, une équipe où il y avait moitié psychologue et neuropsychologue. Et au niveau du cerveau, il n'y a pas, pareil, ils ont quelques connaissances, ils savent te dire que le cortex préfrontal c'est là, mais après, il y a pas, on tape pas dans le dur, on va pas vraiment profondément dans la connaissance du cerveau. Donc moi, psychologue clinicienne à l'époque, alors clinicienne, systémicienne, ça je pourrais parler de l'approche systémique une autre fois. Je me disais c'est pas possible en fait, tu peux pas passer toute ta vie à parler à tes patients de leur psyché sans rien connaître sur le cerveau. Et là, pour moi, c'était... je me voyais pas continuer comme ça. Vraiment, j'étais un imposteur. Je me disais, tu peux pas, c'est pas possible. Donc, j'ai fait une thèse en 3 ans. C'est une thèse en imagerie cérébrale, donc j'ai fait passer des hypnoses, puisque c'était sur l'hypnose, l'influence, l'impact de l'hypnose sur la douleur chronique. Tu reviens à tes premiers amours grâce à Malou. Exactement, grâce à Malou. Ouais. Et donc, parce que je pratiquais encore, je me suis aussi formée à l'hypnose pendant mon école de psycho, à la sophrologie, à l'hypnose et à l'approche systémique. Oui, tout ça, ce qui est logique avec le côté somatique. Oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt un côté, je dirais aujourd'hui, il y a qu'en médecine qu'on dit ça, mais on parle de médecine fonctionnelle. Tu sais, la médecine fonctionnelle, voilà, c'est cette médecine qui intégrative, c'est pas genre j'étudie pas que cet organe-là. En fait, je vois l'ensemble comme un système. D'ailleurs. Voilà, c'est ça. Okay, donc toi, tu te dis voilà, je vois l'humain comme avec ses comportements, sa psychologie, son corps, etc., comme un système qui interagit. Et je mets des cordes à mon arc pour accompagner l'humain dans sa globalité. Et donc c'était vraiment, l'approche systémique, pareil. J'ai fait une formation pendant que j'étais étudiante en psycho avec Louise Vasquez. Alors je peux pas lui faire coucou parce qu'il est décédé, mais son fils Louise Vasquez aussi et des nôtres. Donc pareil, si Louise nous regarde. Un homme extraordinaire, et l'approche systémique, c'est l'école de Palo Alto. Tu connais probablement, et c'est pareil, ça a aussi été un gros tournant dans ma vie. Bref, je me suis formée à l'hypnose, je me suis formée à la sophrologie, à l'approche systémique pendant mes années universitaires. Et ensuite, donc, j'ai fait une thèse donc, sur l'impact de l'hypnose sur la douleur chronique. Donc, c'était une thèse en imagerie cérébrale, donc, où je faisais passer des sujets qui étaient lombalgiques chroniques non opérés. On s'en fiche de non opérés, mais
des lombalgies chroniques et il passait dans l'IRM, la TEP, donc la tomographie par émission de positons, et je leur faisais une hypnose pendant qu'ils étaient dans la TEP. Et t'observais l'impact que ça avait. Voilà. Et voilà, on a eu des super résultats. J'ai fait mes premières... Enfin, j'étais jeune chercheur, donc j'ai fait mes premières publications scientifiques, etc. Et donc j'ai eu ma thèse brillamment, parce que voilà, j'ai eu les félicitations du jury, ce qui n'était pas gagné, parce que je connaissais pas du tout le cerveau, donc j'ai appris vraiment sur le tas, en faisant, quoi, en faisant passer toutes ces IRM, en interprétant les données, en apprenant au CERMEP à Lyon, donc tout ça. Et le jury était composé de neuroscientifiques et de psy. Donc, c'est pas des familles qui s'entendent très très bien. En général, voilà, et là, justement, ils étaient tous assez bluffés par. Et là, oui, la magie a opéré. Et donc, puis c'est vrai que j'avais fourni un boulot de folie, quoi. Et en fait, je disais que j'étais fainéante, et c'est vrai qu'avant ça, j'étais fainéante. Avant ma thèse, j'étais vraiment une énorme fainéante. Mais là, ça t'a passionné. Je me reposais sur mes acquis, je passais mes examens rapidos, et hop, vraiment, j'étais pas une travailleuse du tout. Et j'ai appris à travailler avec ma thèse, quoi. De toute façon, tu peux pas, si tu travailles pas avec ta thèse, t'es la seule à porter ton sujet, en fait. Donc, et puis, t'apprends la rigueur. Il n'y a rien d'autre, je crois, qui t'apprend la rigueur scientifique, comme une thèse, comme un parcours académique, comme aussi exigeant. Ça a énormément de valeur. Des fois, on a tendance à pas se rendre compte à quel point avoir un doctorat, passer une thèse, etc., ça a énormément de valeur, en fait. Oui, ça t'apprend à bosser d'une certaine manière, comme tu dis, rigoureuse. Ça, et surtout dans un monde où... Et franchement, je pense que... Moi, je me considère même pas... Je me considère complice aussi de ce monde-là, parce que je le fais aussi beaucoup. Dans un monde où n'importe qui peut se dire « Attends, mais moi, je vais te parler d'un sujet. » Et en fait, je le connais pas si bien que ça. Et limite, j'ai envie de dire qu'il y ait les deux. C'est très bien. Par exemple, moi, j'ai pas attendu de passer des années de diplôme pour transmettre ce qui me semblait important. Et je me dis tant mieux, parce que ça a été utile à plein de gens. Donc tant mieux. Mais en même temps, je trouve que c'est important de garder en tête la différence et de se dire non, il y a quand même certains d'entre nous qui ont fait des recherches, qui sont allés loin et qui ont eu cette rigueur scientifique. Et au moins, appuyons-nous sur eux. Si nous tous, on n'a pas envie de tous passer des thèses, appuyons-nous sur eux. Et c'est pour ça que moi, je suis très contente de te recevoir aussi, tu vois. Ouais, merci. Pour être sûr que ce qu'on dit est pas complètement... C'est ça. Après, c'est un débat aussi qui est super intéressant. Je suis aussi la première à dire qu'aujourd'hui, les études, ça ne sert pas à grand-chose. Et je ne suis peut-être pas la première, parce que notamment, il y a Laurent Alexandre qui a sorti un livre il n'y a pas longtemps là-dessus, qui dit, je ne sais plus quel est le titre, mais ça dit « Ne faites pas d'études » ou quelque chose comme ça. Et je suis complètement d'accord avec cette idée aujourd'hui, à part si tu veux faire un métier comme, je sais pas, psychologue, médecin, ingénieur... où là, tu es obligé, de toute façon, ce sont des métiers réglementés, donc tu dois passer par là. Mais sinon, tu n'es plus obligé de faire d'études. Ou alors, si ce sont des études qui sont de très haut niveau, tu vas dans une des meilleures universités au monde et tout ça, oui, ça va t'apporter quelque chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour passer dans la vie professionnelle, les études ne sont plus totalement nécessaires. Vraiment, je ne crois pas du tout. En revanche, la rigueur... Ça, comment tu l'acquiers ? Si comme moi, tu l'as pas naturellement. Je sais pas comment je suis passée entre les gouttes de la rigueur, peut-être parce que justement, j'étais trop brillante et donc je me reposais en permanence. J'étais plutôt bonne élève, mais j'étais bonne élève seulement dans les matières qui m'intéressaient, donc en philo, dans les langues, en français. C'était mes matières à moi. Pour le reste, il aurait suffi que je travaille un tout petit peu pour que je sois vraiment excellente, mais je ne l'ai pas été, en tout cas jusqu'à la fin du lycée, et puis pareil à peu près pendant la fac de psycho. Donc voilà, je crois que cette rigueur-là, elle manque beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Ouais. Moi, je dirais que du coup, pour reformuler un peu ce que tu dis sur les études, après, voilà, c'est que c'est plus un sésame indispensable pour se mettre à bosser. Mais que par contre, ce que je vois aussi beaucoup, c'est des gens qui retournent en études une fois qu'ils ont vraiment un truc qui les intéresse. Et des fois, ils sont plus matures, ils ont déjà bossé un peu, etc. Et là, ça change tout. Parce que, en fait,
ce que tu as un peu vécu pendant ta thèse, c'est que tu étais motivée, il n'y avait personne pour te motiver, tu t'es motivée toute seule et tu as vraiment appris à être rigoureuse et à bosser parce que de toute façon, c'était le chemin pour... c'était même pas que pour arriver là où tu voulais, mais j'ai l'impression que tu as pris l'impression que j'ai quand je parcours initiatique. Ouais, et puis tu as pris du plaisir, j'ai l'impression. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ça t'a vraiment intrigué et comme tu dis, justement, ça va nous faire une bonne transition, mais tu es philo-cognitif, tu as besoin de nourrir ton cerveau et là, tu étais gâtée, quoi. C'était tous les jours sujet. repas. Quand tu fais une thèse, en fait, il n'y a personne au monde qui maîtrise ton sujet aussi bien que toi parce que c'est un tout petit sujet niche, c'est un sujet dans le sujet dans le sujet. Ouais. Donc, c'est merveilleux, quoi. Mais je me suis fait mal, c'est-à-dire que c'est pas le bonheur, j'étais pas là tous les matins, trop chouette. Évidemment. Ça fait mal, quoi. Vraiment, mais moi, ça, c'est ce que j'explique aux gens quand je leur dis, mais si votre image de être heureux, c'est être tout le temps happy, machin, ne montez pas de boîte. Moi, je bosse beaucoup avec des entrepreneurs. Ne faites pas d'accompagnement de coaching, machin. Faites pas ça, quoi. Alors, juste posez-vous, limite, prenez des drogues et faites « Ah, c'est cool ». C'est pas ça, le bonheur. Voilà. Mais en vrai, le bonheur dont on est en train de parler là, c'est un alignement, c'est un épanouissement, une curiosité qui est... Oui. Et alors, justement, tu dis « Je suis philo-cognitive », tu dis « D'autres personnes appellent ça au potentiel ». Alors, moi, j'ai lu ton livre où tu expliques en quoi c'est la même chose ou pas. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne l'ont pas encore lu, mais que je vous recommande d'acheter, explique un peu ce que c'est pour toi un philo-cognitif. Et dans le livre, d'ailleurs, il y a 2 sortes de philo-cognitifs. Si tu peux un peu nous... Yes. En fait, tout ça, c'est parti d'une frustration. Encore une fois, il y avait d'abord, donc le terme, en effet, philo-cognitif. C'était parce que pendant des années, je parlais moi-même de précoce. Après, quand la mode de précoce est passée, on parlait d'HPI, de haut potentiel. Et puis maintenant, on parle de neurodivergent, on parle de neuroatypique. Voilà, il y a tous ces termes, surdoué, zèbre, de Jeanne Siofachin. Enfin, voilà, il y a eu tous ces termes. Et aujourd'hui, ils coexistent beaucoup. On les utilise tous pour dire la même chose. Or, déjà, même dans l'inconscient collectif, mais enfin, que ce soit sur le plan de ce qu'ils veulent dire ou dans l'inconscient collectif, en fait, ils sous-tendent pas la même chose. Si tu penses à un surdoué, normalement, tu ne peux pas dire surdoué tout seul. Tu vas dire surdoué de quelque chose. Ça n'existe pas quelqu'un qui est surdoué de tout. Donc, tu dois dire... quand on me dit celui-là c'est un surdoué, je dis ah bon, de quoi? Surdoué en maths, surdoué en littérature, en philosophie. Mais aujourd'hui, pour les gens, surdoué, ça peut vouloir dire surdoué de tout. Ça veut dire que en gros, moi j'ai l'impression qu'on dit ça notamment des enfants quand on a l'impression qu'il y a un enfant qui va vite, quoi. Genre tu lui expliques un truc, même dans plein de domaines différents, t'as l'impression que ça percute, mais peut-être juste qu'il est même pas, que c'est juste il a 6 mois d'avance par rapport à son âge actuel et que du coup, tu as l'impression que... C'est ça. Mais souvent, il y a quand même une connotation un petit peu autistique quand tu dis que quelqu'un est surdoué. Tu vois, tu as ce truc-là de dire c'est un peu le phénomène de foire. Le gars, il a une mémoire photographique de folie ou tu vois, des choses un peu comme ça. Donc... surdoué, je trouve que c'est pas adapté, et puis d'autant que sur le plan purement de l'étymologie, ça veut dire avoir un don, être né avec, et on sait que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Ensuite, y a précoce. Précoce, maintenant on l'entend pratiquement plus, mais à mon époque, vraiment, on ne disait pratiquement que ça. Et les associations qui accompagnaient ces enfants-là, c'était Association française pour les enfants précoces, etc. Maintenant, ça a changé, le P est devenu autre chose, mais c'était ça. Donc précoce, c'est pour parler d'un enfant qui a une précocité, et particulièrement à l'école. Donc, qui a sauté 3 classes. Voilà, qui a sauté 3 classes, ou qui devrait sauter 3 classes parce qu'il est en avance sur le plan scolaire. Un zèbre, donc ça, voilà, c'est Jeanne Siofachin qui a proposé ce terme-là. Zèbre, c'est un énergumène, c'est quelqu'un qui, je pense que c'est parti, elle pourrait nous le dire peut-être, mais c'est parti d'un drôle de zèbre. Alors elle dit que c'est parce que les zèbres n'ont pas, aucun zèbre n'a les mêmes rayures que les autres, mais en même temps, aucun humain n'est pareil que les autres. Donc pour moi, ça ne vaut pas. Mais peut-être, voilà.
voilà, cette idée, quand tu penses à un zèbre, tu penses à quelqu'un de loufoque, tu penses à quelqu'un qui est pas particulièrement adapté, qui est atypique, etc., qui est hyper imaginatif, hyper... voilà, un peu... Ça me représenterait peut-être un peu plus quelqu'un qui est pas complètement dans les clous de la société, qui s'adapte pas forcément. Et pour un enfant, ça fait un enfant qui souffre. Parce que, on lui demande beaucoup de s'adapter et il sait pas faire. C'est ça. Et souvent, la plupart du temps, il n'est pas dans un environnement qui comprend ce qui lui arrive. Et donc, c'est une souffrance pour lui. Et puis ensuite, évidemment, il y a haut potentiel. Oui, ça, c'est la mode en ce moment. Et maintenant, on parle même de haut potentiel émotionnel et intellectuel, donc HPI, Exactement. HPE. Voilà. Ouais. Donc, haut potentiel intellectuel, pareil, c'est plutôt quelqu'un qui va bien turbiner à l'école, même si on va te dire que justement, ils peuvent avoir des problèmes à l'école parce qu'ils s'ennuient, voilà. Mais c'est plutôt... là, on va te parler... Donc, quand on te dit HPI... et que un professionnel te donne la définition d'un HPI, la première chose qu'il te dit, et ce qui ne me plaît pas... J'adore. Elle allait dire qui m'énerve, et après voilà. Qui ne me plaît pas. Ce qui ne me plaît pas, qui me fait voilà, c'est ça. Qu'il a un haut QI. Un HPI, c'est quelqu'un qui a un haut QI. Donc déjà, donner une définition qui parle de psychocomportemental avec juste un outil, enfin de dire que systématiquement tu le corrèles à un outil, c'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'il y a des hauts potentiels, des HPI qui n'ont pas un QI plus élevé que ça, et vice versa. Il y a des gens qui ont un QI très élevé qui ne sont pas des hauts potentiels. Déjà, alors ça, on va y arriver, mais déjà rien que sur cette définition-là, ça veut même dire, si on prend le truc par l'absurde, et je trouve que c'est intéressant de le faire à cet endroit, qu'avant l'invention par Binet et Simon du test de QI, alors il n'y avait aucun haut potentiel. C'est vrai, puisque, ça n'a pas de sens. Tu vois, un haut potentiel, c'est quelqu'un qui a un haut QI. D'accord. Donc, déjà ça, je trouve ça stupide. Mais ensuite, quand tu prends la manière dont est fait un test de QI, tu vois tout de suite que bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont intéressantes dans un test de QI. Tu vois qu'il y a des subtests de raisonnement qui sont vraiment super intéressants. Tout est intéressant dans les subtests qu'on fait passer. Mais évidemment aussi que ça ne mesure pas toutes les capacités cognitives d'une personne. Et puis en plus, ce qu'on ne dit pas la plupart du temps, c'est que dans un tiers des cas, c'est pas rien un tiers des cas, dans un tiers des cas, le QI change. C'est-à-dire que tu peux, dans un tiers des cas, tu vas passer ton test de QI à un moment, tu reviens, je sais pas, 2-3 ans après, il faut 1 an entre test et retest minimum, tu peux avoir jusqu'à 20 points. Enfin, c'est en moyenne, donc c'est même pas jusqu'à 20 points de différence, soit à ton QI total, soit dans un des indices de raisonnement. En fonction de ce que tu as fait, peut-être un enfant qui, entre-temps, va passer un semestre à l'étranger, où il va vivre une autre expérience, son QI va complètement changer. Complètement, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être que l'enfant, je sais pas, ses parents divorcent, et à ce moment-là, il est pas bien, qu'il a mal dormi. Comme un examen à l'école, quoi. Mais bien sûr. Et c'est très juste que tu dises ça, parce que le test a été créé par Binet et Simon au début du XXe siècle, sur demande d'un sénateur qui s'appelait Léon Bourgeois. Et ce sénateur a commandé ce test pour l'école, pour évaluer les enfants dits débiles, vraiment, pour les sortir du système scolaire, pour les mettre ailleurs. D'accord. C'est dingue. Donc c'est un test scolaire, purement scolaire, donc, purement par exemple, académique. Il y aurait des enfants surdoués ou HPI qui juste par concours de circonstances ne seraient pas allés à l'école dans les premières années, on leur fait passer le test, ils ont une note catastrophique, alors qu'en fait ils sont très doués. Mais oui. Il y a plein de trucs là-dessus. Alors il y a 2 chercheurs qui se sont fait complètement bannir de la communauté scientifique, qui s'appellent Richard Lynn et Paul Irving. Richard Lynn a perdu son émérita à cause de ça. Donc,
tous les deux, on fait 2 trucs, mais c'est le deuxième qui va être intéressant pour nous ici. La première chose, c'est qu'ils ont publié, je crois que c'était dans Nature, donc pas un petit journal scientifique, ils ont publié une revue de la littérature sur le QI des garçons et des filles, des hommes et des femmes. Et dans cette revue de la littérature, ils ont observé que les garçons à partir de 16 ans avaient un QI en moyenne 3 à 5 points supérieur au QI des filles. Waouh, qu'est-ce qu'ils n'avaient pas dit? Ils ont vu la communauté scientifique spécialisée dans le domaine leur tomber dessus, mais ça a été mal, la revue a été mal faite, c'est pas possible, on peut pas dire des choses comme ça, etc. Mais l'écart type est pas juste dans ce que vous avez dit. Enfin, tu vois, des trucs quand tu commences à faire du fumée, tu cherches des interprétations pseudo-scientifiques pour dire que c'est pas vrai et tout ça. Donc ça, c'est un premier truc. Moi, je pense avoir une réponse simple pour pourquoi le QI des garçons à partir de 16 ans est meilleur que celui des filles. C'est parce que les filles sont bêtes, non? J'adore. En 2025, 2026. non, mais vas-y. Mais c'est parce que je pense que simplement, les garçons, et encore plus à partir de 16 ans, enfin à l'adolescence, à partir de l'adolescence, ont 10 à 20 fois plus de testostérone que nous. Okay. Donc forcément, ils sont beaucoup plus compétition, beaucoup plus challenge, ils se retrouvent devant un truc comme ça. Nous, on est, les filles ont moins de testostérone, donc elles ont moins besoin de jouer des coudes ou de prouver un truc, ou c'est positif ou négatif, peu importe. Mais en tout cas, c'est ce qui fait aussi que dans le monde du travail, les garçons tirent mieux leur épingle du jeu que les filles, parce que c'est des bras de fer permanents, et quand on a plus de testostérone, on est plus oui, le monde câblé entre guillemets patriarcal est câblé et construit pour que les comportements comme ça soient encouragés. Si on parle de l'art de l'excellence, du coup, je serais amenée à te dire que je ne crois pas du tout que nous soyons dans un monde patriarcal. Mais en tout cas, on va s'éclater aujourd'hui. Restez bien accrochés, on n'est qu'au début. Voilà. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Je ne sais pas à quel moment ces 2 chercheurs ont sorti leur truc. C'était en quelle année à peu près? Il y a 10 ans, 15 ans, quelque chose comme ça. Mais même encore aujourd'hui, parce que je me demandais si c'était il n'y a pas plus longtemps, mais encore aujourd'hui, en plus à partir de 16 ans, dans l'éducation qu'on a, peut-être qu'on encourage un peu plus les garçons à étudier, etc. Donc à 16-17 ans, peut-être qu'ils sont déjà un peu plus, on les a un peu plus entre guillemets construits pour qu'ils aient des bonnes notes à ce genre de test. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Après, les filles étant plus académiques dans le classe, voilà, c'est pas logique. Donc toi, c'est plutôt le côté compétition sur le moment où tu fais passer un test et je crois que c'est ça. Que c'est aussi simple que ça. Mais voilà. Et leur Donc, deuxième étude, qui est est celle qui nous intéresse ici pour la variabilité du test de QI, et puis le fait qu'il faille à tout prix le discuter, ce test. C'est que, donc, cette fois-ci, Richard Lynn tout seul a fait une grande étude mondiale sur les QI à travers le monde. Je t'explique pas le bazar. Je les connais pas, ces gars. Moi, j'ai vraiment aucun lien avec eux. Tu n'as pas d'action dans leur boîte. Encore vivants. Mais donc, non, j'ai pas d'action irvinesque ou linesque. Donc, il a fait ça, et puis globalement, ce qu'il a vu, c'est que les meilleurs, ceux qui avaient le plus haut QI, donc le QI moyen, donc un QI moyen, c'est entre 90 et 110. Donc la population moyenne a normalement entre 90 et 110. Mais donc les Asiatiques, je sais pas, les Chinois à Singapour, etc., sont le haut du panier au niveau du QI. Ils sont plutôt autour de 110. Et le bas du panier, et c'est encore ce qui a fait discuter, c'était plutôt les Africains, les Américains du Sud. Ah ouais. Alors, mais on voit bien que le test de QI, du coup, c'est un truc de système scolaire, d'accès à l'éducation, de culture, d'état d'esprit. C'est vrai qu'ils sont très scolaires, l'image que j'ai en tout cas au Japon, en Chine et tout. Ils sont, bien sûr. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un truc qui est acquis
Voilà, ou alors, ou construit, quoi. Ou alors, Ouais. à mon avis, tu es Ouais. un abruti et tu dis, bah non, c'est parce que vraiment, ils sont plus bêtes en Afrique. Oui. Voilà, bon, N'importe si quoi, tu fais ouais. pas partie... En tant qu'Africaine, je peux pas tolérer ce genre de... Je suis marocaine, c'est marrant, les Marocains, ils sont souvent en mode... Des fois, on parle de l'Afrique en disant les Africains, on oublie qu'on est africains. C'est vrai. Non, je me sens complètement africaine. Ça nous arrive aussi de faire ça en tant que Français. Ouais, les Européens. Parfois, on dit les Français, ils sont comme ça, Ouais, vraiment. c'est vrai. T'as raison. Mais oui, donc du coup, quand on voit ces résultats, on imagine bien que c'est construit, que c'est culturel, que c'est en fonction du système scolaire, Voilà. etc. Quoi. Et que donc, on ne peut pas dire un HPI, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui a un haut QI. Non. Oui. C'est comme si tu dirais un HPI, c'est quelqu'un qui a eu son bac avec mention bien. Exactement. Et tu vas dans des endroits où il n'y a pas le bac, où le système scolaire est différent, et bah tu fais comment? C'est tellement absurde. Donc, ce test de QI, il est intéressant, mais... Il permet d'évaluer peut-être le système scolaire, à la limite, ou des trucs comme ça. Ou alors où tu en es aujourd'hui par rapport à tes capacités cognitives, en fait. Okay. C'est-à-dire que, voilà, comment tu les exprimes aujourd'hui, comment tu arrives à les exprimer aujourd'hui. Mais, voilà, c'est pas tout. Et quand tu sais que dans un tiers des cas, ton QI peut changer... Il ne faut pas le prendre déjà comme un truc absolu. Peut-être même si on voulait, par exemple, mesurer le QI de nos enfants, ce serait plutôt de voir ça comme une courbe et de se dire, tiens, est-ce qu'on peut l'accompagner à ce qu'il exprime un peu plus ses goûts, ses potentialités, en lui faisant faire de la peinture ou je sais pas quoi. Exactement, Okay. Exactement. Donc, à partir de là... quand j'ai proposé philo-cognitif, je crois qu'il n'y avait même pas encore neurodivergent. Enfin, c'était pas trop la mode. Donc maintenant, on te dit neurodivergent, neuroatypique. Oui, en même temps, hier, moi, j'ai un peu halluciné parce que je parlais avec une fille très sympa d'ailleurs, mais qui est coach et qui accompagne. Elle, son truc, c'est d'accompagner les neurodivergents. Et je lui dis alors, elle a utilisé le mot neuroatypique. Je lui dis donc c'est atypique, c'est rare. Elle me dit oui, c'est très rare dans la population. Et je lui dis, ok, là, dans la soirée, il y en a combien? Et elle commence à me dire, ah bah lui, elle. Oui, je dis, bah on n'est pas si, finalement. Enfin, tu vois, j'étais un peu en mode, on parle d'atypisme, mais j'ai l'impression que finalement, comme quand tu dis, bah, on est tous différents en tant qu'humains, donc les zèbres, ils sont tous différents, bah ok, super. Bah, exactement. J'ai un peu ce truc-là. C'est en ça que, encore une fois, c'est assez absurde. Je ne vais pas dire, moi, que ça n'existe pas, que ce n'est pas un phénomène qui existe. C'est un phénomène qui existe. Mais les appeler différents, on a un cerveau différent, mais tout le monde a un cerveau différent. Et j'adore cette phrase de Romain Gary, je ne sais plus dans quel livre je l'avais pêché, cette phrase. Bon, peu importe, je crois que ça s'appelait les cerveaux. Non, pas les cerveaux, si, le cerf-volant, je crois, d'ailleurs. Rigolo, très rigolo. Bref, c'est « je suis différent comme tout le monde ». Ah, j'adore. Magnifique. Mais Romain Gary, je suis fan. Moi, c'était quoi? J'avais vu une interview de lui... rien à voir, mais je sais pas, je pense à lui. Où il disait le problème qu'on a, c'est que le mouvement spirituel le plus répandu de tous les temps, c'est la connerie. Et nous autres, intellectuels, à chaque génération, on est obligés de répéter les mêmes choses. Exactement. Albert Einstein disait à peu près la même chose. Exactement, comme quoi. Mais donc oui, effectivement, donc, déjà, ce que j'entends, c'est que parler de neuroatypie, c'est peut-être un peu malvenu, parce que, ou alors tout le monde est atypique et super, on est bien avancé. Et donc toi, tu as proposé philo-cognitif. Alors pourquoi ce mot pour toi est plus intéressant? Parce que, d'abord, il parle plus d'une appétence que d'une capacité. Philo, ça veut dire aimer, investir massivement quelque chose. Je suis... machin truc fil, alors on va pas avoir de mauvaises idées, mais voilà, c'est que j'aime le domaine en question. Cognition, la pensée, la connaissance. Ok, c'est appétit pour la connaissance, pour la pensée, pour utiliser... Exactement. Okay. Ça veut pas un dire peu ce que tu as ressenti quand tu faisais ta thèse. Tu étais contente. Complètement ça. Voilà, et puis ce que j'ai ressenti toute ma vie, et toi aussi, j'ai l'impression. Voilà, c'est plus je réfléchis, plus j'apprends des trucs, plus je lis, plus je... Mais oui, oui, c'est ça. Donc, ça recouvre tout le zèbre qui peut être loufoque. Tu peux avoir une pensée plus imaginative, etc. Tu peux être surdoué, mais parce que tu vas avoir un domaine de prédilection dans la pensée ou la connaissance, etc. En fait, c'est plus limite, j'ai envie de dire, comme tu as ce goût, comme tu as cet appétit, cette philo, machin, tu vas y passer peut-être plus d'énergie, plus de temps.
C'est un peu comme si t'aimes naturellement, si t'adores faire du piano, bah, tu risques, sans même t'en rendre compte, en faire 10 heures par jour. D'être Versus quand la même camarade globalement qui meilleur fait, que... voilà, Voilà. qui fait 30 minutes par semaine, bah, tu C'est vois. ça. T'as pas Et forcément c'est pas un parce que t'étais don doué, inné. c'est juste Voilà. que comme t'aimais bien, et moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est aller un peu dans... On en a tous, du coup, aller dans la zone de génie. C'est le truc, tu te rends même pas compte qu'en fait, t'es en train... Moi, c'est ce que j'ai fait avec le coaching sans m'en rendre compte. Pendant des années, j'étais encore investisseuse, mais je geekais des contenus de neurosciences, de coaching, de dev perso. Mais je me rendais pas compte parce que je le faisais comme je respire. Bien Et je sûr. me souviens, d'ailleurs, les dernières années en tant qu'investisseur, je me forçais pour le coup à lire des newsletters, genre TechCrunch, les trucs sur la tech. Et donc, tu vois, là, je me suis dit, il y a un problème, en fait. Ouais. Là, tu te forces en mode bon élève, en mode, attends, il faut que tu lises machin. Et donc, finalement, cet appétit, c'est ça qui te rend doué. C'est tout à fait ça. Et je le compare souvent au sport ou à la salle de sport. Quand tu vas à la salle de sport, bah, tu tombes sur des petites mémères comme moi qui... Non, vraiment, c'est du... Comment ça s'appelle Fish for compliment. Là, tu dois me dire non, non, pas du tout. Ouais, t'es au top. Vraiment, t'es au top du top. Donc, tu tombes sur des petites dames comme moi qui font du sport, qui peuvent faire du sport tous les jours, mais qui ne sont pas des super sportives. Et pourtant, le fait qu'elles fassent du sport tous les jours, ces petites dames, elles peuvent se considérer comme plus sportives que si on leur demande est-ce que tu es sportive, si elles viennent tous les jours 1 heure à la salle de sport, ne serait-ce que ça, on peut dire qu'elles sont sportives. Mais c'est pas la même chose que mon fils est joueur de tennis professionnel. D'accord. Donc évidemment, la salle de sport, il connaît très 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 bien. Et quand je suis à la salle de sport avec lui, il me regarde, il me regarde avec tendresse. Il dit, elle est mignonne, maman. Elle est mignonne. Ouais, donc lui, il est beaucoup plus passionné, donc comme par hasard, il passe plus de temps. Oui, ouais. puis c'est son métier. Oui, donc c'est ça. vraiment... Donc on pourrait considérer qu'il est surdoué en sport par rapport à toi, alors que c'est juste qu'il a aussi passé tellement plus de temps, d'énergie, d'envie que... Mais de tous les deux, on peut dire qu'on est sportif. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Eh bien, pour la phylocognition, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu pratiques, en effet, tous les jours, si tu es super intéressé par le domaine de la pensée et ou de la connaissance, que tu aimes lire, que tu aimes écouter des podcasts sur ton temps libre, c'est ça, un phylocognitif. Un phylocognitif, c'est comment tu le repères, en fait. Et c'est là que j'ai établi, en fait, je suis en train je te l'ai pas dit, mais je suis en train d'écrire la suite des phylocognitifs. Génial. Et ça sort quand ? Augmenté. J'ai à peine commencé à l'écrire. Okay, alors voilà. Je te réinviterai. Ouais, s'il te plaît. Donc, je spoil tout de suite le livre que je n'ai pas encore écrit. T'inquiète, j'adore qu'on me spoil, ça me donne encore plus envie de lire. Et oui, et puis comme ça, tu auras vraiment une exclusivité, un truc de folie. Parce que tu es sympa. Oh, merci. Donc, en fait, j'ai établi... et pareil, j'ai inventé sans inventer. C'est-à-dire que ce que je vais te dire, il y a personne qui va dire « Ah oui, j'aurais jamais pensé à ça. » Je pense que ça va paraître évident à tout le monde parce que tout le monde a identifié un petit peu ces familles-là. Donc, j'ai identifié qu'il y avait 3 grandes familles. Ce ne sont pas 3 grandes familles de capacité, encore une fois. Même si la capacité, tu as raison, vient avec, parce que tu pratiques, parce que Donc, la première famille, ce sont les phylocognitifs. Les phylocognitifs, c'est des gens qui aiment s'en mettre dans le cerveau. Qu'est-ce qu'ils aiment faire pour les identifier ? Qu'est-ce qu'ils aiment faire de leur temps libre ? Sur leur temps libre, ce qu'ils aiment faire, c'est être allongé sur un canapé avec un bouquin, aller quand ils sortent de chez eux, c'est peut-être aller dans un musée ou aller à une conférence ou quand ils sont dans leur voiture, ils n'écoutent pas de la musique, ils écoutent un podcast. Voilà, ça c'est l'occupation typique d'un phylocognitif. Ou alors il va faire des mots croisés ou il va... il a eu, je sais pas, il a pensé à une expression dans la journée où il n'était pas devant son ordi ou je sais pas quoi, une expression qu'il connaissait pas ou dont il se demandait d'où venait cette expression. Il arrive le soir ou alors le week-end, il dit ah tiens, au fait, il fallait que je regarde. Et il passe des heures à aller rechercher sur son ordinateur d'où vient l'expression, qui l'a dite la première fois, qu'il a trouvée, comment ça a évolué, etc. Voilà, c'est vraiment un chercheur intellectuel.
Voilà. Globalement, hein, je ne parle pas encore des laminaires et des complexes, Ok, etc. on ira après. Je parle d'abord des trois grandes familles. Ensuite, la deuxième famille, encore une fois, une famille d'appétence, c'est la famille de ceux que j'ai appelés, que j'appellerai dans ce livre que je vais écrire, les opératifs. D'accord. Donc, les opératifs, ce sont des gens qui ont un focus action. C'est-à-dire qu'ils peuvent être philo-cognitifs aussi, mais surtout, ils sont orientés action. Le week-end, eux, ce qu'ils aiment faire, c'est sortir, faire des balades, aller faire du vélo en famille, bricoler, voilà, faire des choses. Et évidemment, dans leur vie professionnelle, comme pour les philo-cognitifs, ça a un impact probablement. S'ils sont bien dans leur basket, ou pour être bien dans leur basket, il vaut mieux qu'ils choisissent quelque chose de cet ordre-là, où on est dans l'action. Oui, c'est des gens qui concrétisent. Exactement, Ouais. c'est des gens qui... Mais même dans les entrepreneurs, je pense que justement, je vois souvent les couples ou les trios d'associés, il y en a parfois un qui est un peu plus visionnaire. Exactement. Et l'autre qui va mettre en œuvre. Et d'ailleurs, des fois, une société qui fonctionne bien, c'est une société où le visionnaire fait le début, en tant que patron, par exemple, et ensuite file la main à celui qui est plus épanoui dans la concrétisation. Tout à fait. Et il y a une phrase très belle d'ailleurs de Paul Valéry qui dit ça, qui dit « Le monde ne vaut que par les ultras et ne dure que par les modérés ». Ah oui, exactement. Voilà, Ouais. donc il y a un ultra quelque part, Ouais. et cet ultra, il va avoir les visions, etc. Ouais. Et c'est vrai que des couples comme ça, le couple typique d'associés et amoureux, ils étaient, c'est Yves Saint-Laurent et Pierre Berger. Ah oui, c'est Tu vois vrai, c'est exactement ça. Voilà, Ouais, t'as raison. celui qui pense et celui qui agit. Ouais. Voilà, celui qui a ses et l'un n'est idées, rien sans l'autre, entre guillemets. Et l'un n'est rien sans l'autre, c'est pas possible. Et moi, je dis souvent, et je demande à mon mari d'être mon Pierre Berger, mais ça l'intéresse pas trop. Lui aussi, c'est un philo. Il fait sa life, oui. mais c'est un super entrepreneur aussi. Enfin, Okay. il est marchand d'art, à vrai dire. Mais vraiment, voilà, c'est son domaine à lui. Mais c'est sûr que quand tu as la tête dans les étoiles, c'est cool d'avoir quelqu'un qui te canalise et qui agisse, qui soit un acteur, même si il peut être opératif, mais aussi philo-cognitif. Oui, comme tu dis, c'est des familles d'appétence. Exactement. Et en fait, ça va être un dosage. Peut-être que quelqu'un va dire, moi, si je fais que des comportements... Ce que j'adore, en fait, dans tout ce que tu es en train de dire, c'est qu'on est vraiment en train de parler de comportemental. La base de la méthode 108 milliards, je t'avais dit, c'est de la psychologie comportementale et cognitive. Donc, comment est-ce qu'on change notre cognition, nos talents, nos dons, ou je sais pas quoi, par nos comportements et vice-versa. Donc, c'est tout à fait ça. Et du coup, oui, ce que j'entends, c'est que ça peut être un dosage. Par exemple, peut-être que quelqu'un te dirait, mais moi, si je passe 12 heures par jour à écouter des podcasts et à lire des livres, en fait, je vais péter un plomb. Mon dosage, c'est 2 heures comme ça, puis 1 heure à bricoler, puis 5 heures à construire un truc. Enfin, alors, c'est surtout que si c'est quelqu'un qui a une orientation opérative, c'est un opératif, jamais il ne va comme quelqu'un qui a une orientation première philo-cognitive. Donc, même si l'opératif est aussi philo-cognitif, jamais il ne va aimer, pardon de le dire comme ça, se masturber le cerveau. Ouais, d'accord, ok. Lui, c'est pas une histoire de dosage. C'est-à-dire que il va pas te dire j'aime bien masturber le cerveau 1 heure par jour, mais après au-delà c'est trop pour moi. Non, en général, okay. Un opératif philo-cognitif en deuxième, il va avoir toujours besoin de comprendre, toujours besoin d'avoir des connaissances supplémentaires dans son domaine, que ce soit, je ne sais pas quoi, être un artisan, être un entrepreneur, etc. Mais il va vouloir que ce qu'il apprend soit efficace. C'est-à-dire, par exemple, s'il lit un livre, ça ne va pas être un livre générique qui ne va pas lui servir directement. Ça va être un livre avec une méthode qu'il peut tester ensuite. Exactement, ou ça va être un livre qui va augmenter ses connaissances dans son domaine, mais ça ne va pas être un roman ou un livre qu'il lira comme ça, juste, ou de la philosophie. Voilà, ça va beaucoup moins l'intéresser. Okay. Et la troisième famille la troisième famille, donc, ce sont les connectifs. Et les connectifs, ce sont ceux qui, eux,
ont besoin d'être toujours le week-end. Qu'est-ce qu'ils vont faire ou le soir après le travail? Ils vont aller à des after-work. C'est de se connecter pour aux gens. se connecter aux gens en permanence. Donc, ils ont tous les week-ends, ils ont leur week-end de prix pendant toute l'année qui suit, parce qu'ils sont invités, ils invitent. Et puis même leur façon d'apprendre, leur façon de créer, de truquer, c'est en contact avec les gens, en discutant avec les gens qui toujours vont... au contact, voilà. Ok. Et eux, vraiment, leur orientation, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est important pour eux, c'est d'appartenir à un système, hein, à un groupe d'appartenance, ils font partie ils aiment faire partie d'un groupe. Et donc, ils ont les codes de ce groupe et ils aiment apprendre à avoir les codes de ce groupe. Et c'est des gens qui vont vraiment, comment dire, pour qui ce sera important le savoir-vivre dans ce groupe, qui n'est pas le même en fonction par des exemple, groupes. peut-être avoir une intelligence émotionnelle ou une empathie. Oui, c'est ça. Et alors, attends, est-ce que... j'ai 1 million de questions. Est-ce que tu peux changer dans ta vie? Est-ce que tu peux passer quelques années de ta vie en étant philo-cognitif, puis devenir connectif, puis devenir opératif? Parce qu'en fait, alors, la sensation moi, que j'ai eue après avoir lu le premier livre donc, sur les philo-cognitifs, après on reviendra un peu sur les trucs, ce que j'avais dit à Martin, j'ai dit génial, je me suis reconnue dans plein de trucs, ça m'a quelque part éclairée, apaisée, mais j'avais le so what. Ok, maintenant que... Et c'est pour ça que moi-même, je fustige un peu, parce que maintenant, c'est la grande mode. Les gens qui viennent te dire, moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Le côté, on se colle des étiquettes. Et même après, limite, on explique toute notre vie par mais c'est pas ce que je suis. Je dis non, à un moment, t'as fait un choix, t'aurais pu faire un autre choix. Tu vois un peu le... Complètement. Mais donc, du coup, voilà, là, j'ai posé 2 questions en même temps. Oui. À quel point ça nous définit, à quel point c'est durable dans notre vie? C'est une orientation. Ça nous définit beaucoup parce que on a cette orientation. Ça veut dire que tu sais que quand tu as des amis, tu sais très bien que tel ami, son truc, c'est vraiment le sport, que l'autre, son truc, c'est vraiment... il est comme ça et globalement, il va pas changer du jour au lendemain et tout d'un coup ne plus aimer le sport, mais plutôt aimer l'informatique. Tu vois, c'est quand même un changement, à moins que vraiment tu le fasses intentionnellement, un changement qui est assez radical. Donc, il y a une sorte de nature, même si c'est pas réellement ta nature, puisque tu as été, ça vient aussi de ta culture familiale, de comment tu as été éduqué, de ce que tu as vécu, etc. Donc on peut dire que c'est épigénétique. Donc en ça te définit. En ça aussi, c'est bien de se coller à soi-même une étiquette. Je dis souvent, en fait, que nous, les humains, quand on dit « Ah ben moi, j'appartiens pas à des cases, ah ben non, je veux pas qu'on me mette les gens dans des cases », je dis souvent qu'on est assez prétentieux, finalement. Parce que tout dans l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout répond à des règles, à des normes, à des cases. Et puis nous, on serait une exception. Nous, il n'y a pas de cases. Non. Nous, on n'a pas un mode d'emploi, un bouton on, un bouton off. Mais si, bien sûr qu'on l'a. Donc, évidemment qu'on peut se définir. Mais là où je te rejoins complètement, c'est que y a un moment où il faut l'oublier. C'est bien d'apprendre qui on est, comme le fameux connais-toi toi-même. Bah oui, apprendre qui on est, comment on fonctionne. Tu vois, moi j'ai une bague connectée. Je prends de la data pour me connaître mieux. Et comme ça, je peux savoir d'une nuit sur l'autre si ça ressemble à mes nuits habituelles ou pas. Et puis après, je vais adapter, ajuster. Donc je crois que c'est très, très, très important de se monitorer de toutes les façons possibles pour se connaître au mieux possible, pour savoir comment on fonctionne et pour s'utiliser le mieux possible. Mais, et donc, à partir de ça, il faut, et je ne crois pas que ce soit tu peux, c'est il faut, tu es obligé, une fois que tu te connais, de te porter haut. Parce que je pense, ça c'est assez philosophique et personnel, mais je suis une embelliste, j'ai inventé cette proposition philosophique limite religieuse qui est l'embellisme. C'est-à-dire que je crois qu'on ne peut pas être une personne épanouie si
on ne se porte pas au plus haut de ce qu'on pourrait être, ou De ce au qu'on moins, est. voilà, Ouais. de Ouais. son potentiel, comme on dit Ouais. justement. Hyper intéressant. Tu sais que la tagline du podcast, c'est le podcast qui aborde les sujets de développement personnel et spirituel sous un angle Super. pragmatique Ok, et top. scientifique. Donc quand tu me dis oui, c'est limite religieux, moi j'entends limite aussi spirituel, dans le sens, c'est le côté qu'est-ce qui en moi est plus grand que moi quelque part. Oui, et puis Ouais. pour moi, j'ai adapté ma définition, ma propre définition d'une religion à Nassim Taleb. Non, pas du tout Nassim Taleb, rien à voir, à Yuval Harari, Oui. qui parle des religions et qui dit qu'en fait une religion, c'est simplement une histoire commune qu'on se raconte. C'est pas que ça. Et alors, tel que moi je le perçois, euh, on a tous une philosophie, même si on n'est pas philosophe, même si voilà, on a tous une philosophie. On le voit, ne serait-ce que dans la manière dont on éduque ses enfants. Tu vois la philosophie de quelqu'un quand tu vois comment il éduque ses enfants, quand est-ce qu'il va disputer son enfant et quand est-ce qu'il va au contraire lui donner une carotte. Eh ben, c'est en fonction de sa philosophie. Si chez toi on aime les gens qui sont justement dans les clous, qui sont hyper normés, qui prennent pas de risques, etc. Ce qui arrive, hein, il y a plein de familles comme ça. Ben justement, quand ton enfant prend un risque, tu vas lui dire non, c'est pas possible. Ça veut dire que tu es plutôt un essentialiste plutôt qu'un existentialiste. Si, comme moi, tu es un existentialiste, eh bien et là on arrive dans mon livre justement L'art de l'excellence. Si tu es un existentialiste, donc c'est une philosophie, l'existentialisme, qui dit, selon ce que dirait Sartre, l'existence précède l'essence. Ça veut dire qu'avant d'être juste quelqu'un, ce sont mes actions qui vont me définir. Donc là, si tu es comme un existentialiste, tu penses que tu te dois d'agir pour être... comme on dit aujourd'hui, la meilleure version de toi-même. Mais à mon sens, c'est une question aussi de ce que tu apportes au monde. Tu n'es pas là pour consommer dans le monde. Tu dois apporter quelque chose au monde. Et ce que tu dois apporter, c'est ce que tu es. Et si tu n'es enfin, j'ai un profond mépris pour les consommateurs, pour les vulgaires consommateurs du monde. Ils sont là, ils disent moi tout ce que je veux, c'est être heureux. Et donc, ben voilà, dans la vie, ce que je fais, c'est que je me pousse pas très haut. Mon métier, j'attends que ça passe. C'est pas ma vie, mon métier. Ma vie, c'est en dehors de mon métier. Quand 17h a sonné, c'est après. Puis là, voilà, je vois mes amis, je vais boire un coup avec Dédé, et puis... on salue Dédé. On salue Dédé. Et puis voilà, j'attends que ça passe, quoi, en gros. Et j'aime pas les gens ambitieux, parce que je trouve que vraiment, c'est des gens qui ils tueraient père et mère pour je sais pas quoi. Mais eux, en attendant, qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Donc toi, tu dis, on se doit de se trouver, de se connaître pour apporter ce qu'on a apporté. Et ce qu'on a apporté, c'est pas forcément ce qu'on pourrait mettre derrière de la réussite. Oui, c'est en tout cas d'être soi-même, de s'exhorter à... Exactement, tu sais, j'avais un ami qui m'avait dit ça, je me rappelle énormément, non seulement pour éduquer mes enfants, mais même pour dans mes coachings, avec moi-même aussi. À l'époque, j'avais pas encore d'enfants, mais lui, il en avait, il m'avait dit la fonction archétypale. Alors, c'est archétypal, c'est pas papa-maman, hein, c'est de la mère, c'est qui que tu sois, je t'accueille, je t'accepte comme tu es, quelque part. Donc, c'est l'amour inconditionnel. Et du père, c'est qui que tu sois, je t'exhorte à le devenir. Et je trouve ça assez beau. Et se dire, moi, j'aime bien dire souvent à mes coachés que pour moi, la proposition du dev perso, mais même pas, juste la proposition d'une vie un peu intentionnelle, c'est de devenir pour soi-même son propre parent. Et je me dis, comment je peux avoir ces deux fonctions archétypales pour moi-même d'abord, et puis ensuite pour les autres, de s'accueillir tel qu'on est, et pas tel que la société a voulu qu'on soit. Donc c'est tout le travail un peu d'augmenter son estime de soi et de se reconnaître pour ce qu'on est. Et, comme tu dis, de s'exhorter à apporter au monde, à être... ce qu'on est venu faire quelque part, sans forcément y mettre un truc trop... Oui, alors, enfin, le truc de s'accueillir tel qu'on est, je sais pas, est-ce que c'est la même chose que juste apprendre à se connaître, apprendre à connaître comment on fonctionne? Apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer.
Oui, mais je crois que S'accepter, ouais, apprendre ouais, à se ouais. connaître, ça va forcément avec s'accepter. J'ai l'impression que J'espère, ouais, je sais pas. tu Moi, vois, pour moi, il y a quand même un truc tiens, je apprendre à se fonctionne comme connaître de ça. manière bienveillante, de manière, tu vois, avec peut-être, ouais, je fonctionne comme ça, mais avec curiosité, pas avec limite, enfin, en tout cas, là, beaucoup de gens avec qui je travaille ou autour de moi et tout, il y a il y a souvent un gros travail de gagner en ce que moi j'appelle en estime de soi. D'être pour soi-même. Moi, j'aime bien dire, t'es en coloc avec toi-même jusqu'au bout, t'as pas le choix. Comment tu vas être un coloc sympa, Oui, tu c'est vois. ça. Mais je Ok, pense que ok, toi tu dis, ça en va. se connaissant, ça marche. Ouais, Ok. je crois. Enfin, et en réalité, je trouve que très souvent, ça passe par ne pas être bienveillant avec soi-même. Ah ouais. Ou ne pas être Mm. ouais, trop dans le... Enfin, je crois que cette idée d'être bienveillant envers soi-même, c'est très judéo-chrétien. Ouais. Et ça part du principe que la plupart des gens se disent qu'ils sont, qui sont pas bien, qui sont pas... mais je crois pas que ce soit vrai. En fait, il faut juste apprendre à comprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, et devenir aussi qui tu es. C'est la fameuse phrase de Nietzsche, deviens qui tu es, Mm. qui n'a pas du tout été comprise telle qu'il l'a énoncée. C'est une phrase purement existentialiste, le deviens qui tu es de Nietzsche, parce que Nietzsche, c'était pas du tout, justement, pars au bout du monde sur le chemin de la vie pour aller te découvrir. C'était pas du tout ça, Nietzsche. Mhm. C'était construis qui tu as envie de devenir. Ok. Ok. C'est ça. Ouais. Donc, je crois que ouais, il faut apprendre à connaître son fonctionnement, à quel moment moi je dis ça m'appuie sur le bouton pour dire ça me fait exploser. Voilà, qu'est-ce que je peux faire pour éviter d'exploser, mais est-ce que c'est bien ou mal que j'explose à ces moments-là? C'est ni bien ni mal, C'est comme juste ça. que en tout cas ce n'est pas fonctionnel en systémique. Mm. On va pas parler de normal ou de pathologique, on va pas parler de bien ou de mal, on va dire est-ce que c'est fonctionnel dans le système. Est-ce que ça me permet de fonctionner? Voilà. Ouais, Est-ce que ça me fait... on parle aussi, pardon, d'élégance. L'élégance, c'est le minimum d'énergie dépensée pour le maximum d'efficacité. Mhm. Donc, est-ce que dans notre relation, Mm. là maintenant, si tout d'un coup je m'énervais parce que je sais pas quoi, t'as dit un truc qui me plaît pas ou je sais pas quoi, est-ce que ça serait fonctionnel et élégant dans notre système? Non, ça ne le serait pas. Ouais. Donc c'est En assez revanche, pragmatique en fait. c'est complètement pragmatique. Tu penses à la fonction de la chose, voilà, de l'interaction. Si tu es avec ton enfant, que ça fait 10 fois que tu lui dis la même chose, que dis-je, 100 fois que tu lui dis la même chose, que ça fonctionne pas en lui disant avec bienveillance, tu sais ma chérie, ça serait pas mal que tu fasses ceci, cela, et que tu es, ouais, oui maman, oui, oui, et puis que c'est jamais fait, ben, au bout d'un moment, là, ta colère, sur le moment, Elle peut être peut-être que... fonctionnelle. Voilà, et peut-être que moi, je vais dégoupiller plus vite que toi, parce que peut-être je suis plus sanguine, je sais pas. Oh là là, Voilà. viens passer quelques jours à la maison. Voilà, alors toi et moi, peut-être que par Ouais. rapport à d'autres, on va dégoupiller plus vite que les autres, mais en tout cas, c'est fonctionnel. Ok. Sur le moment, ça. Ok. Sur le moment, ça Et avec fait cette notion quelque chose d'élégance, qui- effectivement, c'est qu'est-ce que ça coûte au système, entre guillemets, et qu'est-ce que ça rapporte. C'est ça. Ok. Et ce qui coûterait au système, ça serait qu'après, je fasse la gueule à ma fille. Ouais. Tu vois, je l'ai disputée, et puis après, toutes les deux, on se boude, je la boude pendant des heures ou des jours. Non, ce qui est ultra fonctionnel, c'est que, et ça, c'est un exemple vraiment personnel et juste, c'est que j'ai appris à ne pas bouder après une colère. D'accord. J'ai Pour pas ne pas appris à culpabiliser. arrêter de me mettre en colère. J'ai appris à ne pas bouder derrière, à tout de suite arriver à switcher. Ça demande du travail sur soi. Et c'est ça l'embellisme, c'est de rendre chaque comportement. On est né, je ne sais pas si c'est Dieu ou que sais-je, je ne crois pas en Dieu, mais peut-être que c'est Dieu. Enfin, quelque chose nous a créés, ou nous sommes créés de telle façon, et d'une façon assez optimale, avec des tonnes
d'émotions, avec un panel d'émotions et de comportements. On a la joie, on a la tristesse, on a la colère, et dans les comportements et dans les désirs, on a aussi des désirs de vengeance, on a des jalousies, etc. Notre société judéo-chrétienne veut nous faire croire que tout ça, c'est pas bien. Qu'à tout prix, il faut être dans la bienveillance tout le temps. Mais non, je continue avec l'exemple de ma fille, mais il y a plein de moments où je ne lui veux pas du bien, fondamentalement, bien sûr. Mais genre sur le moment, c'est pas genre oui. Ah là là, vas-y. Okay. Je vais préférer moi, ce que j'aime lui bien faire mal souvent, plutôt que faire en sorte qu'elle soit bien à ce moment-là. Ouais. Donc j'aime bien dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, il y a juste est-ce que c'est utile ou bloquant par rapport au résultat que tu veux créer. Exactement, c'est tout à fait ça. Et alors du coup, si on fait le lien avec justement le dernier livre que tu as sorti, donc L'art de l'excellence. L'art de l'excellence, et c'est... Attends, le sous-titre, c'est En finir avec la dictature des humanistes. Voilà, alors... Si tu devais nous le pitcher, parce que là, je sens qu'on est en train d'y aller. Et oui, voilà, on y est, en fait. On y est complètement. Ouais. Je crois que cette société, je ne suis pas la seule à le dire, pareil, c'est pas un scoop, mais est malade. Et je crois qu'elle est malade de toute cette, ce que j'appelle la guimauve humaniste. C'est ce truc de, tu vois, hier j'avais une patiente au téléphone, oui, je me suis pas vraiment présentée en fait. Bonjour, je m'appelle Fanny Nussbaum. Ouais. Et donc j'ai 4 activités dans le fil rouge qui est la psychologie, la psychologie et les neurosciences de l'intelligence et de la performance. Donc ces 4 activités, c'est que d'abord je suis psychologue, mais j'accompagne des gens, tout type de personnes. Donc tu as toujours ton cabinet à Lyon Eh bien non, ma chère, je ne consulte que par téléphone. D'accord. Exclusivement par téléphone, pas en visio, mais par téléphone seulement. C'est ma particularité. Et puis je consulte soir et week-end, vraiment le dimanche, vraiment tout le temps. Et c'est vraiment chouette parce que je travaille de chez moi. Et donc, ça te convient bien. J'ai juste à monter quelques marches et être vraiment avec moi-même et avec mon patient. Et c'est vraiment parfait. J'adore cette manière de fonctionner. Et puis mon autre activité, on en a parlé, c'est que je suis chercheur en neurosciences. Je suis chercheur associé à l'Université Lyon 1. Par ailleurs, j'écris des livres, tu l'as dit, donc 3e activité. Puis la dernière, c'est que je fais des formations, des conférences. Là, je suis rentrée avant-hier de la folie douce à la montagne. Oui, je vois très bien. C'est la 2e année que j'ai fait Val d'Isère et les Arcs, les 2 folies douces. Et donc, je fais une formation sur l'excellence. D'accord, tu donnes une formation sur l'excellence. Je donne. Ok, super. Donc tu as ces 4 activités. Effectivement, donc ça veut dire que aussi, peut-être c'est le moment de le dire, si des gens veulent être accompagnés par toi, ils te contactent, donc ils peuvent être partout, vu que tu fais par téléphone. Exactement, j'ai des patients partout dans le monde. Tu n'es pas juste pour les Lyonnais, c'est cool. Non, pour les Lyonnais. Ok, et ils te contactent, et après... ils me contactent partout, on mettra tes coordonnées sur LinkedIn. Oui, alors elle est hyper réactive. On se connaissait pas, je t'ai envoyé un message en disant que j'adorerais t'inviter, tu m'as répondu et tout. C'est pas le cas de tout le monde. Alors je dois faire 10 intros avant d'avoir tu t'avances peut-être un peu parce que parfois ça arrive et ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Il y a un monsieur charmant qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il avait adoré un de mes livres, etc., etc. Et en fait, j'allais lui répondre. Donc, il m'avait envoyé ce message sur LinkedIn. Je m'aperçois qu'il m'avait envoyé un message en 2021 et je lui avais jamais répondu. Mais t'inquiète, t'es un humain. Je demandais pardon. Ouais. Mais oui, j'essaye d'être le plus réactive possible. Et en effet, voilà, il y a un lien pour prendre un rendez-vous sur Calendly. Et en effet, merci de le dire, on peut prendre rendez-vous. Et donc, qu'est-ce que j'allais raconter donc, tu parlais d'une patiente, je crois, au téléphone. On parlait du livre de l'art de l'excellence. Et tu disais, avant-hier, j'étais au téléphone avec une patiente. Parce que tu t'insurges un peu sur la guimauve humaniste de notre société. Ah oui, ça y est, merci, c'est gentil. Super, heureusement que tu tiens le cap. L'art de reformuler d'un coach. Ouais, bravo, brava. Donc, en effet, cette patiente me disait que donc elle est chef d'entreprise dans un domaine très spécifique et elle me disait que y a des dossiers, c'est vraiment très 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 administratif, il faut sortir des dossiers, c'est officiel, etc. Donc vraiment il ne faut pas faire d'erreur quand le dossier sort de cet endroit. Et
Et elle disait que plusieurs fois dans l'année, il y a eu des dossiers qui sont sortis avec des boulettes, avec des erreurs qui étaient inacceptables selon elle. Et que donc elle a réuni son équipe et que son équipe, les managers, lui ont dit c'est pas de notre faute, c'est machine d'un autre service. Et c'est elle, normalement, qui est censée vraiment clôturer le truc. Et elle fait toujours partir elle est incompétente, en gros. Et, voilà. Et je lui dis, mais donc si c'est cette dame qui est incompétente, il faut la virer. Voilà, c'est assez simple. Et elle me dit, mais non, mais l'équipe n'accepterait jamais parce qu'elle est gentille. Alors ça, c'est un truc que j'ai souvent avec les dirigeants. C'est le côté de, en fait, quelqu'un n'a pas les compétences ou a plus les compétences qu'on lui demande. Mais en fait, comme c'est quelqu'un que tout le monde adore, on touche pas. Alors que c'est deux choses différentes. Ouais. Et elle m'a dit, elle est gentille et en plus, elle est mère célibataire. Okay. Et je me suis dit, c'est typiquement de l'humanisme. C'est-à-dire que ces gens, donc l'équipe en plus se plaignait de cette dame, disait que c'était pas eux, etc. Se sont plaintes aussi à ma patiente que du fait qu'ils avaient du boulot supplémentaire à cause de l'incompétence de cette dame. Et que du coup, eux, ils faisaient des heures sup pour pouvoir pallier, mais qu'ils pouvaient pas qu'ils étaient obligés de laisser passer certaines choses parce qu'ils ne pouvaient pas tout voir et tout traiter, parce que ce n'était pas leur boulot au départ. Mais par contre, ils ne veulent pas qu'on la vire. Donc, ça veut dire que ils se plaignent d'elle, ils voudraient que ma patiente agisse, mais sans la virer, parce que leur conscience humaniste ne serait pas contente. Mais ils ne se rendent pas compte que cette pseudo-bienveillance, finalement, juste par gentillesse et parce qu'ils peuvent davantage se regarder dans le miroir le soir en rentrant chez eux, ils acceptent injustement une charge de travail. Et moi, j'ai envie de dire même la discussion que j'ai souvent, parce qu'à la limite, on pourrait... ça dépend. Si on se dit que nos entreprises, leur fonction, c'est juste d'être performants, il faudrait virer cette dame. Mais moi, c'est même pas forcément ma thèse. Peut-être que je trouve ça... Enfin, en tout cas, peut-être que je suis très humaniste, mais je me dis, les entreprises, elles ont aussi on les appelle sociétés. Elles ont aussi une fonction sociale et sociétale. Et peut-être qu'on fasse société ensemble et qu'il n'y ait pas que des... Moi, j'aime bien dire qu'on ne soit pas tous forcément des A-players à notre truc. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, moi, je me dis... Je suis pas du tout d'accord avec ça. Ok, c'est bien, on va débattre. En plus, on arrive bientôt à l'heure du repas, on va avoir un peu de... Mais mon point, c'est juste... Souvent, ça rend pas service à cette personne. Exactement, de pas c'est ce que j'allais dire, lui bien sûr. Donc, même si on voulait se dire, notre fonction, c'est pas juste d'être efficace au max, d'avoir que des gens qui sont au top dans leur boulot. En fait, on lui ment. Elle le sent, en fait, quand on n'est pas... Moi, je pense que la vocation de tout humain, c'est d'être performant d'une certaine manière. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un profond alignement et un profond bonheur d'être dans ce qu'on appelle la mastery. D'exercer une activité qui nous plaît et dans laquelle, d'être dans notre zone de génie au maximum. 100% du coup, je me dis, en fait, on rend service à personne. Par contre, on peut-être... En fait, la question, c'est pas juste de virer cette dame du jour au lendemain en mode « Salut, on s'en fout, nous, de toute façon, t'es pas performante. » Mais il y a peut-être une façon... En tant que chef d'entreprise, je trouve que notre rôle, c'est pas de mentir, c'est pas de babysitter les gens. Parce que je trouve qu'il y a un côté très infantilisant. De dire, alors que de dire « Bon, écoute, en fait, tu fais pas ton taf comme il faut. Il y a un problème. » Et d'essayer de construire des solutions qui conviennent à tous. À partir de ça. Je sais pas si ça... en fait, on n'est pas d'accord, mais on est un peu d'accord. Exactement. On n'est pas d'accord sur le principe de base, sur l'idée de base de ce que doit être une société, une entreprise. Je crois que une entreprise doit prospérer et c'est pas juste pour un collectif qu'il y ait une personne qui fasse payer son salaire par les autres. Je crois que c'est pas juste. Je crois aussi que l'entreprise, déjà, elle contribue parce qu'elle paye des charges, des charges sociales. Elle met tout le système d'une entreprise est fait pour être aussi un soutien. Donc, elle peut pas doublement contribuer. Tu peux pas payer des deux côtés. Et je suis complètement là d'accord avec toi. Cette personne-là,
elle est certainement pas épanouie là où elle est, et on lui rendrait fortement service. Ça ne veut pas dire qu'il faille se comporter comme un sagouin avec elle, mais en tout cas, on lui rendrait fortement service. Mais ces personnes, et je crois que, donc on va revenir à mon livre, c'est ce que je déplore dans cette société, c'est-à-dire qu'on se plaint toujours des autres, etc. On dit toujours, moi, je ne veux pas être meilleur que les autres, etc. Et on va valoriser la vulnérabilité des gens, valoriser, mettre les gens, garder les gens, moi, infantiliser, les laisser dans une posture victimaire. Ah oui, mais elle est gentille, etc. Et on va se plaindre sans se plaindre, on va pas assumer la responsabilité. C'est un côté, l'expression l'enfer est pavé de bonnes intentions. Oui. Pour moi, c'est un peu ça. Et est-ce qu'on ne met pas en place, du coup, au niveau sociétal, une fois qu'on n'assume pas les choses? En fait, pour moi, c'est plus de la lâcheté que de l'humanisme. Oui. C'est beaucoup plus facile de dire « Ah, mais elle est gentille quand même, on la garde », que d'aller la voir, d'avoir une conversation franche et courageuse avec elle en disant « Ok, mon rôle de chef d'entreprise, c'est aussi de t'accompagner. Comment est-ce qu'ensemble, on peut trouver une solution qui soit élégante, justement ?» Tu parlais d'élégance. C'est tout à fait ça. Mais justement, pour moi, attends, j'allais dire un autre truc. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre en place un espèce de triangle de Karpman général? Donc, pour ceux qui ne savent pas, le triangle de Karpman, c'est un triangle victime, persécuteur, sauveur, qu'on trouve dans beaucoup de relations. Alors, c'est des relations personnelles, familiales, mais aussi au boulot. Et ce triangle, il faut savoir qu'il est instable. C'est-à-dire le chapeau, la pointe, elle est vers le bas. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est tout le temps le bourreau et quelqu'un qui est tout le temps la victime et l'autre qui est le sauveur. C'est plutôt, au début, je vais être le bourreau. Et puis, toi, tu vas être la victime. Et puis, comme par hasard, à un moment, je vais avoir envie de te sauver. Et puis, toi, tu vas devenir le bourreau. Enfin, donc, finalement, là, ce que j'entends, c'est que se plaindre que son travail n'est pas fait, que c'est pour ça que nous, on a plus de boulot. Mais en même temps, elle est mère célibataire, on va quand même pas la virer. Donc, on voit bien, là, le côté bourreau, victime, sauveur, quoi. Exactement, c'est tout à fait ça. Et je crois que c'est une culture qui est millénaire, qui s'accentue, où on ne veut pas la responsabilité, on n'a pas le courage d'être frontal parce qu'on est dans une société, je crois, qui n'est pas patriarcale, qui au contraire, pas matriarcale non plus, mais matricielle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de pouvoir fort, il y a tout le monde est égal, nous sommes égaux, c'est ça que je critique aussi dans l'humanisme, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait un pouvoir fort, on ne veut plus d'un patron, par exemple, autoritaire. Autrefois, on parlait d'un patron, maintenant on ne parle plus vraiment des patrons, ça ne se fait pas. Et on parlait du patron comme vraiment le père. Il était là et puis il se comportait aussi comme un père et il était plutôt autoritaire, il y avait une hiérarchie forte, etc. Aujourd'hui, on ne veut plus ça du tout. Quand on pense comme ça, le fantasme du bon chef d'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui est très humain, on va dire. Il est très humain, ça veut dire Mais pour moi, c'est pas du tout contradictoire. Hein. Et d'ailleurs, j'ai reçu un chef d'entreprise, Jonathan Salmona, il y a quelques semaines sur le podcast. Et j'ai trouvé ça... Bon, lui, à la base, éduqué en mode... il se posait zéro question. Il était vraiment dans les codes de la réussite et tout ça. Mais justement, aucun contact avec ses émotions, avec ce qui se passait en lui et tout. Il n'était pas... Voilà. Et quand il est allé se connaître mieux, donc on a beaucoup rigolé, il m'a dit la première fois que je suis allée voir un thérapeute dans l'ascenseur, je me suis dit ça y est, moi aussi je suis comme les autres. Donc voilà, mais il a fait tout ce travail sur lui et franchement ce que je lui ai dit à la fin, je lui ai dit c'est rare de voir un leadership aussi incarné. Donc lui, il assume son rôle de patron, il tranche, il prend des décisions et c'est pas « oh là là, attendez, vous n'êtes pas content ». Mais, et en même temps, il assume une vulnérabilité énorme. Et voilà. Ah mais bien sûr. Donc, tu vois, c'est pas forcément la vision, et c'est pour ça que je parle de société patriarcale, la vision que le pouvoir, en fait, que la force et que l'autorité riment forcément avec une certaine idée caricaturale qu'on a de ce que ça peut être. Donc quelqu'un qui est coupé de ses émotions, qui est autoritaire. Pour moi, on peut être très fort et très autoritaire, enfin en tout cas avoir un leadership très incarné en étant dans notre vulnérabilité, dans notre humanisme. Enfin, oui, c'est ça. Mais tu sais, la différence justement, elle se situe notamment au niveau de la prise de décision. Un chef d'entreprise autoritaire, j'ai un ami très très cher qui s'appelle Sacha Rosenthal et qui est un grand chef, très très grand chef d'entreprise. Je le considère moi comme un génie, vraiment un génie de l'entrepreneuriat. Et Sacha, il dit que
au bout du compte, genre, il le dit beaucoup mieux que moi, mais c'est toujours lui qui prend les décisions. C'est-à-dire, on peut être sympa, on peut discuter autant que tu veux, mais au bout du compte, c'est moi qui vais prendre la décision. Et ça, aujourd'hui, même ça ne se dit plus. Moi, je le dis beaucoup à mes clients chefs d'entreprise. Ça, et je c'est leur super. dis surtout que l'art de diriger, c'est l'art de prendre des décisions vite, sans avoir la full picture. Exactement. Mais parce que toi, je te considère comme une embelliste. Ah oui. Mais je pense que dans cette société, on le considère rien que ça comme, mais enfin, moi aussi, je travaille pour cette entreprise, je devrais autant que le chef prendre les décisions, etc. Je devrais avoir mon mot à dire. On est dans cette idée-là de tout le monde est égal. À Pour moi, il y a un petit côté dans ce que tu dis, effectivement, c'est peut-être post-68 art. C'est comme quand on s'est dit, on va arrêter de punir et de taper sur nos gamins. Ah, mais du coup, ça y est, il est interdit d'interdire, plus de limites, et puis ils font ce qu'ils veulent. Exactement, l'effet pendulaire. Exactement. Alors qu'en vrai, les enfants, ils ont besoin de limites, ils ont besoin de règles. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé de leur taper dessus. Et c'est là où moi je dis qu'il y a d'autres façons d'exercer son leadership. Et oui, exactement. Et même les traumatiser, je crois que c'est important. Moi, je me dis souvent, il faut bien que nos successeurs aient du travail dans 30 ans. C'est ça. Je me dis, si mes enfants ne vont pas m'insulter dans le cabinet d'un psy dans 30 ans... En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi cette idée aujourd'hui qu'il faut toujours que ce soit la bonne ambiance à la maison, il faut avoir des bonnes relations. Tu sais, je crois que tu es beaucoup plus jeune que moi, mais de mon temps... J'ai 40 ans. Bah oui, tu es beaucoup plus jeune que moi, tu as 10 ans de moins. Ah ouais. De mon temps, je pense que du tien aussi, à vrai dire, on entendait beaucoup de la part des parents je suis pas ton copain, je suis pas ta copine. Ouais. Aujourd'hui, au contraire, c'est je voudrais qu'on soit copines toutes les deux. Et il y a beaucoup ce truc, on veut avoir vraiment une bonne relation avec sa fille, avec son fils, on veut être copine au bout du compte, on veut être copain et copine. Et ça prime sur le fait de parfois avoir à leur faire du mal. Oui, exercer son leadership. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est utile. Que c'est utile de mettre le système sous tension. En fait, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de performance sans mise sous tension du système. Tu dois mettre le système sous tension. Et donc, en ce moment, ma pauvre chérie... Pardon, ma chérie. Je ne sais pas si elle nous regardera. J'ai une fille qui a 14 ans. Et qui est pleine de qualités, et notamment elle est ultra brillante en maths, c'est vraiment son truc, mais comme toutes les adolescentes et tous les adolescents, je crois, si je la laisse vivre, elle se laisse vivre. Il ne se passe pas grand-chose. Et donc, alors, elle va être bonne, elle va être toujours plutôt bonne en maths notamment, mais ça ne va pas être exceptionnelle comme elle pourrait l'être. Et en tant que créatrice de la religion embellisme, tu te dis non, il faut que je m'exhorte il faut que je l'exhorte à... Je peux pas. Donc je mets le système sous tension. Ok. Et je mets le système sous tension sans aucune culpabilité. Même si, et là, en ce moment, ma pauvre chérie, je ne lui laisse rien passer. C'est-à-dire que le moindre truc, hier soir encore... elle doit rendre son téléphone en semaine tous les soirs à 19h30, quand il y a école, quand elle est au lycée, et le week-end à 18h. Elle rend son téléphone, elle le récupère le lendemain matin. Et elle a un truc où elle est inscrite, où elle passe le double diplôme américain du bac, ça s'appelle le dual diploma. Et donc hier, elle me dit, j'ai une réunion du dual diploma, ça commençait à 20h15. Et elle me dit, j'aurais besoin de mon téléphone. Donc je lui laisse son téléphone. Et à un moment, je passe vers sa chambre, j'entends qu'il n'y a pas de bruit du tout. Je ne sais pas quelle heure il était, 9h, 9h30. Et je frappe, j'ouvre, et en fait, il n'y avait rien du tout sur l'ordinateur, et elle était sur son téléphone. J'aurais pu le laisser passer, j'aurais pu me dire, c'est de bonne guerre, quoi. Elle fait le boulot, elle travaille jusqu'à 21h et quelques et tout ça. Elle a gardé son téléphone comme nous on fait d'ailleurs, on fait un truc et puis après on va sur Insta. Et elle a eu 100 lignes. Ah ouais. Et je vais t'envoyer mes enfants quelque chose. Voilà.
bam. Et c'est pas toujours comme ça Ouais. dans sa vie ou entre nous. Mais en ce moment, tu dis, il faut mettre le truc sous Mais tension. en ce moment, Mm. je sens qu'il faut mettre le système sous pression, sous tension. Il faut. Moi, j'aime bien dire à mes enfants, là, ça te plaît pas, mais je dois faire mon travail de maman. Pour moi, c'est un travail Exactement. aussi de dire, voilà, là, il faut que, par exemple, tu te dises, ça aurait été plus facile, plus agréable pour toi de laisser passer, Ouais, de mais dire tu te que pour dis, une fois. dans ma responsabilité vis-à-vis d'elle, qu'elle se trouve finalement, qu'elle soit elle-même au maximum, bah, en ce moment, je mets le système sous tension et je laisse pas passer elle est restée sur ton téléphone après sa réunion, quoi. Voilà, et ce que j'ai laissé passer plein de fois Oui, dans d'autres ouais. moments de sa vie. Mais là, non, là, vraiment, je ne la lâche pas. Il n'y a pas une minute où elle peut m'échapper. Courage, vraiment. bichette, ça va passer. Ça va passer, je te jure. Et je lui ai expliqué le truc de mettre sous tension le système. Et vraiment, mais en ce moment, mais le moindre petit truc, elle a 100 lignes, parfois 200, 300. Et j'adore les lignes. C'est un truc que j'adore parce qu'en plus, ça la fait réfléchir, travailler, parce que je lui fais recopier des poèmes. D'accord. Donc, pour tel poème, alors hier soir, qu'est-ce que c'était ? C'était Sensation d'Arthur Rimbaud. Donc, elle était tout petit, donc elle a dû le copier 12 fois. Et donc voilà, une autre fois, c'est le poème de Kipling, tu sais, si tu peux avoir détruit l'ouvrage de ta vie, tu seras un homme, mon fils, etc. Donc, en plus, je suis toute contente quand je lui donne des punitions, parce qu'un jour c'est Baudelaire, un jour c'est Elle apprend Rimbaud, par cœur, à l'écrire 12 fois, je pense qu'elle le connaît par cœur. Elle me dit que même pas. Alors, ouais. je suis sûre que c'est pour me montrer que ça n'a aucun effet sur elle, genre. tu sais. Là, je laisse. Ouais, voilà, donc l'embellisme, c'est ça, c'est cette idée de se porter haut, encore une citation de cet homme que j'adore, qui est Nietzsche, et qui dit « Je serai de ceux qui rendent belles les choses ». C'est à partir de là que j'ai créé le mot embellisme. D'accord. Et pourquoi, selon moi, se porter haut avec élégance, moi j'ai envie de dire là quand je t'entends. C'est ça, mais apprendre à toujours tout faire pour que dans chaque moment de ta vie, que chaque moment de ta vie, tu le rendes le plus beau possible. Il y a des trucs où tu dois remplir le lave-vaisselle, où tu dois... Enfin, tu vois, je sais pas, vraiment, il y a plein de moments dans ta vie alors qui en sont, ce moment, qui avec mes enfants, on est hyper embelliste avec le lave-vaisselle. Notre nouvelle lubie, c'est de ranger les fourchettes avec les fourchettes, les couteaux avec les fourchettes, avec les couteaux. Comme ça, quand on sort les trucs, c'est facile. Paf, embelliste. Oh là là. Exactement. Je suis trop fière. Exactement. Et puis, il y a un côté très japonais à répéter ce truc-là, tu vois, tous les jours. Les Japonais sont des embellistes par excellence. Donc je crois qu'il y a quelque chose de très embelliste. Après, je pense qu'il y a aussi cette notion de se faire mal, d'apprendre à se faire mal et à aimer se faire mal. Aimer se faire mal dans le sens d'aimer sentir que ça travaille en toi, tu vois, comme ce que je t'ai raconté de ma thèse. C'est-à-dire, tu y vas tous les jours, t'as pas envie, évidemment. Alors moi, j'appellerais pas ça se faire mal, j'appellerais ça aimer l'inconfort, trouver le confort dans l'inconfort. Oui, c'est ça. Quand j'ai accouché, moi j'ai voulu accoucher sans péridurale, mon côté bobo, yoga et mange des graines, et ma sage-femme m'avait beaucoup aidée en me disant, Mounia, on fait la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, c'est ok, le système, c'est juste une info de ton système. La souffrance, c'est pas ok, et si tu souffres, on passera... Ok, why not, okay. Enfin, moi, j'évite... Tu achètes mes... souffrances inutiles, mais oui, aujourd'hui, à moins d'être vraiment complètement exténuée, je prends plus l'ascenseur si je peux monter à pied, me faire mal, justement, parce que c'est utile. C'est quand même dingue que tu te rends compte que autrefois, on devait marcher des kilomètres pour aller chasser le bison, pour aller à l'école, parce que les écoles étaient super loin, etc. Enfin, tu devais marcher, tu devais faire ce truc-là de faire de l'exercice d'une façon ou d'une autre. Il y avait pas une journée où tu restais chez toi pendant des heures, toute la journée, regarder Netflix, c'était pas possible. Et aujourd'hui, maintenant qu'on a ce confort où on n'est plus obligé on peut rester les fesses sur une chaise toute la journée ou dans une voiture, etc. Et ben qu'est-ce qu'on fait ? On reproduit artificiellement l'inconfort en allant à la salle de sport, en allant créer de l'exercice. Alors j'ai reçu Alexandre Dana là, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle La chaise tue, sur le fait que la sédentarité est une catastrophe énorme.
Et justement, il a donné plein de conseils. Son livre cartonne d'ailleurs, parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Hein. Mais oui, il a donné plein de conseils, plein de baqués par des études scientifiques en disant marchons, soyons mobiles, arrêtons justement le fait d'être assis sur une chaise toute la journée. C'est anti-naturel. Du coup, en sortant du podcast avec lui, j'ai acheté les fauteuils ballons. Ah, très bien. Donc voilà, maintenant, je vais essayer de temps, bouger. Ouais. Alors moi, ce que je fais, c'est que toutes les heures, j'écris, je suis vraiment assez sédentaire dans mon style de vie. Ouais. Et donc, toutes les heures, je sors la tête de mon ordinateur et je vais marcher sur ma terrasse. Exactement. Je fais des tours, je mets une veste lestée et je fais des tours et puis je reviens. Et donc, je fais à peu près mes 7000 pas par jour, rien comme ça, même quand je ne fais pas de sport. Il m'a dit ça justement. C'est Darwin qui faisait ça autour de ça. Il avait même un petit chemin autour de sa maison qui s'appelait le chemin de pensée. Il avait des petits cailloux. Excellent. Pour savoir combien. Il se disait il faut que je fasse X tours par jour. Et il appelle ça le chemin de pensée parce que, justement, ce qu'on a vu beaucoup avec Alex hier, c'est le côté, l'impact sur ta créativité. Donc, tu pourrais peut-être même pas écrire aussi bien et autant si tu faisais pas tes petits pas. Donc, aucun doute là-dessus. Ouais. Donc, bon, écoute... pardon. Non, bah non. Non, vas-y, finis cette idée-là. C'est juste, je regarde l'heure, je me dis, on s'enduit pas. C'est vrai, on en est à quoi? Ça fait 1h30. Oh là là. Ouais, génial. Non, mais finis cette idée, je t'en prie. Juste l'embellisme. Finir d'expliquer l'embellisme. Donc, pourquoi je dis que c'est une religion, c'est parce que la philosophie, c'est ce qu'on pense tous du bien et du mal. Où est-ce que tu situes le bien et le mal dans ta pensée? Ça, c'est la philosophie, on pourrait dire, pareil, très schématiquement. Et la religion, c'est comment tu l'appliques dans ta pratique quotidienne. D'accord. Et pour moi, c'est ça une religion. C'est pour ça que je sais pas, les chrétiens vont à l'église, les catholiques vont à l'église tous les dimanches, et puis dans leur pratique quotidienne, ils ont, je sais pas, ils mangent du poisson le vendredi, etc. Après, dans une autre religion, il va y avoir d'autres pratiques. Et si on prend la définition plus large de Yuval Harari d'une religion, eh bien, si tu es capitaliste, c'est une religion. Si tu es végane, c'est une religion. Parce que c'est une manière de te raconter l'histoire de la vie et d'avoir des pratiques qui vont avec cette philosophie. Donc, en ça, la religion embelliste, c'est une religion qui met en pratique la philosophie principalement existentialiste, mais aussi un peu stoïcienne, beaucoup stoïcienne. Donc, ces deux philosophies-là. Et donc, au quotidien, on a chez nous des pratiques qui vont faire que tu dois te porter haut. Et on fait en sorte d'installer des routines. Toutes ces routines, c'est ça l'embellisme, c'est toutes ces routines et toutes ces choses qu'on répète en permanence. Ah ben non, chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on fait comme ça. Et ça, avec cette idée de se porter haut. Je trouve ça très très beau, comme cette façon de le dire, se porter haut. Je trouve ça vraiment très beau. Et je serai de ceux qui rendent belles les choses. Ouais, merci Nietzsche. Écoute, je vais essayer de me porter haut avec ce podcast et tu y contribues beaucoup, donc je te remercie. Oui, toi, tu te portes déjà haut, donc ça ne peut aller que plus haut encore et c'est trop chaud. Enfin non, c'est pas sympa ce que je viens de dire. Tu le portes déjà haut et ça ne peut aller que plus haut encore. C'est pas logique. Non, mais ce que j'ai dit. Ok, mais ce que tu veux dire, c'est qu'on continuera. Oui, exactement. Bon, j'ai vraiment été très heureuse de faire cet épisode avec toi. Moi aussi, Mounia. Et je pense qu'on va en refaire. Cette petite escale à Lyon entre Paris et Montpellier. Ça va parfaitement. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Et ça coupe. Ah. Eh ben alors.